La vie dans cette société étant au mieux terriblement ennuyeuse, aucun aspect de la société n'est pertinent pour les femmes. Valérie Solanas, féministe radicale américaine. Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Libre Ensemble. Ce soir, de femmes, il sera question, et oui, des femmes oubliées, avec deux femmes à ces micros, mais qui se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion d'un roman, d'une sortie de roman, celui de Myriam Leroy, journaliste, écrivaine et dramaturge, qui nous revient avec son troisième roman, Le mystère de la femme sans tête, après Ariane et Les yeux rouges. Bonsoir Myriam. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Nous avons également eu envie d'inviter Chantal Kestelot. Bonsoir Chantal Kestelot. Bonsoir Catherine, bonsoir Myriam. Vous êtes, vous, docteur en histoire contemporaine et depuis 92, membre de l'équipe permanente de CG Soma, c'est bien comme ça qu'on le dit, je ne me trompe pas, autrement dit des archives de l'État, actuellement en charge de l'histoire publique. Et vos principaux centres d'intérêt, ça tombe bien, portent-vous sur l'histoire de Bruxelles et la mémoire des deux guerres mondiales. Cette femme sans tête qui repose au cimetière d'Ixelles, elle est mère de famille. Myriam, elle est russe, elle s'appelle Marina Shafrov. Il y a beaucoup de F en effet qu'il faut mettre dans le bon ordre. Elle fut décapitée sur ordre d'Hitler en 1942 à la hache et sacrifiée pour que vivent des innocents. Elle aurait pu marquer l'histoire, mais comme nous le verrons ce soir, comme beaucoup de femmes, elle est tombée dans l'oubli. Myriam, ce troisième roman, qui est le premier où vous ne racontez pas votre vie, mais qui en distille quand même beaucoup d'infos. En tout cas, vous avez pris la vie d'une autre pour nous narrer. Il est même beaucoup plus personnel que les autres. Comment avez-vous rencontré cette Marina ? Comment est venu le déclic, je le disais, au cimetière d'Ixelles ? Complètement par hasard. Je me promenais au cimetière d'Ixelles avec une amie pendant le deuxième confinement. Alors ça peut avoir l'air d'être un drôle de lieu de promenade, mais dans les cimetières, la police ne rentrait pas et ne risquait pas de nous verbaliser parce que nous ne portions pas notre masque. Et avec mon amie, nous voulions parler de choses très importantes, des histoires de cœur, etc. Et donc voilà, il fallait se démasquer. Et j'avais jamais visité ce cimetière. Je recommande la visite du cimetière d'Ixelles, surtout par beau temps, parce qu'il est vraiment très agréable. Il y a beaucoup d'hommes très connus qui reposent là-bas. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de messieurs. Et quelques secondes après mon entrée dans le cimetière d'Ixelles, mon regard a été attiré par ce qu'on appelle le reposoir des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, mais je ne savais pas ce que c'était, évidemment. Moi, j'y connais rien en cimetière et en Seconde Guerre mondiale. Enfin, je n'y connaissais rien. Ça a un peu changé depuis, mais ça ressemblait à des dents de pierre dans une bouche de gazon, comme ça, avec la haie qui faisait office de gencive. Et toutes ces petites stèles identiques portaient des prénoms d'hommes et le motif de leur mort, c'était la fusillade. C'était inscrit sous leur nom Lucien Fusillé, Maurice Fusillé, Gaston Fusillé. Et dans cet océan de fusillés, il y avait une femme qui, elle, était décapitée, c'était Marina Shafrov. Donc sur le moment, j'ai pris une photo de la tombe. Je suis rentrée chez moi et quand j'ai commencé à me renseigner sur son destin, je me suis dit qu'il était absolument incroyable qu'on n'en sache pas plus. Les Russes en savent un petit peu plus que nous. Ils ont un peu plus pris soin de la mémoire de Marina, mais les Belges pratiquement pas. Elle n'avait pas de page Wikipédia en français à son nom quand j'ai commencé à me renseigner à son sujet. Il y avait juste une page de blog en espagnol que j'ai traduite et là j'ai découvert la version officielle. Alors il y a plein de versions de l'histoire de Marina Shafrov, mais celle-là disait qu'un jour, Marina Shafrov a 33 ans, quand elle était mère de deux petits garçons de 3 et 8 ans, elle est sortie de chez elle avec un couteau à la main et elle a marché jusqu'aux messes des fonctionnaires allemands à Bruxelles et elle en a poignardé un. Puis elle s'est enfuie. Les Allemands ont imposé des sanctions, notamment la fermeture de lieux de plaisir, débit de boissons, théâtre, cinéma, etc. En attendant que le coupable se rende. Et une semaine après, Marina s'est rendue, tout en égratignant un autre Allemand au passage, puisque foutu pour foutu, autant rentabiliser. Et quelques semaines après, elle était en effet décapitée à la hache à Cologne, malgré des demandes de grâce qui avaient été introduites par sa mère. La reine Elisabeth était intervenue en sa faveur, mais Marina avait décidé que c'en était fini pour elle ici-bas et qu'il fallait qu'elle meure. Voilà, ça c'est la version... C'est le départ, en tout cas la version officielle. C'est le point de départ. Donc en fait, je vous spoil rien puisque dès les premières pages du livre, cette histoire est racontée. Maintenant, moi, ce qui me semblait intéressant de creuser, c'était les raisons de sa tombée dans l'oubli. Et je passe environ 300 pages à essayer de comprendre et à exposer différentes hypothèses. Voilà, vous mettez en exergue chaque fois d'autres femmes tombées dans l'oubli ou d'autres femmes oubliées de l'histoire présente, passée et sans doute même future. Ça fait écho à ce que vous avez vécu vous aussi. Alors on va pas poser, on est toutes féministes ici en quelque sorte un peu. On
on va le dire, mais en tout cas, qu'est-ce qui faisait résonance chez Marina? Parce qu'on le verra, Marina est une personnalité très étonnante également. Est-ce que son geste est dû à un geste de désespoir, mais plutôt même d'espoir? Est-ce que cette femme qu'on a voulu oublier, on l'a d'abord dit pieuse, et donc tâchant d'offrir sa vie pour que les 60 personnes qui avaient été arrêtées par les Allemands en termes de punition soient sauvées. Difficilement on met sur cette femme une étiquette de geste politique. Pourquoi? En tout cas, les hommes qui étaient jusqu'il y a peu chargés d'écrire l'histoire lui ont nié toute charge politique. On a lu que c'était une pulsion simplement suicidaire qu'il avait saisie. On a lu que c'était peut-être même un crime passionnel. Mais quoi qu'il en soit, parce que bon, alors je disais qu'il y avait plusieurs versions. Il y a une autre version qui dit que ce n'est pas elle qui a poignardé le premier nazi qui s'est rendu coupable du premier attentat, mais sans doute son mari. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même elle qui s'est rendue. Et ça, ce ne peut pas être une pulsion suicidaire ou un crime passionnel. C'est de toute façon quelque chose de profondément politique. Et toute la description de l'histoire de cette femme qui a mené à cette fin tragique, vous l'avez analysée, documentée, ou vous l'idéalisez, vous la rêvez, vous l'imaginez? Un peu des deux. J'ai bâti Marina sur base de mes propres mesures, et pas physique, parce qu'elle ne me ressemblait pas du tout, mais je lui ai prêté mes affects et mes révoltes, et j'ai essayé de tracer des liens et de jeter des ponts entre 1942 et 2022, parce que je pense qu'il y a plein de points communs, plus que ce qu'on imagine en fait, entre les femmes de toutes les époques, notamment le fait qu'on est toutes traitées comme des femmes. Je crois que c'est vraiment un point commun très important. Et donc elle, dans la Belgique des années 40, je crois qu'elle était maltraitée par la société en général, comme toutes les femmes l'étaient. Je pense que c'était une femme ordinaire qui est devenue une héroïne un peu par la force des choses et par la force de l'accumulation. C'est mon hypothèse. Mais ce que je sais de Marina, c'est ce que m'en a dit son fils, parce qu'elle avait donc 2 fils et il y en a un qui est toujours vivant, qui m'a parlé d'elle, et il lui subsiste des souvenirs. Et puis j'ai lu des lettres de Marina qu'elle a écrites à ses enfants, qu'elle a écrites à son mari, à sa mère, des descriptions qu'on faisait d'elle. L'aumônier qui l'a accompagnée jusqu'à l'orée de la mort a beaucoup parlé d'elle. La mère de Marina a parlé d'elle. Et à partir de là, je me suis fait ma propre idée. Donc le premier travail, il est vraiment journalistique en quelque sorte. Oui, c'est une enquête d'abord. Au départ, c'est une enquête. Et je pensais arriver jusqu'au bout de mon enquête et d'avoir une vérité et quelque chose de sans équivoque à livrer au public. Et puis en fait, il y a beaucoup trop de trous dans cette histoire pour espérer arriver à une vérité unilatérale. Et donc j'ai décidé d'assumer le recours à la fiction et d'écrire le livre qui est en train de s'écrire. En fait, de décrire le processus d'imagination à l'œuvre dans une tentative de reconstitution, mais reconstitution comme on reconstituerait une statue brisée. Et moi, j'y mets des patchs et un peu de kitsungi, mais à partir de ce que je suis. C'est ça qui en donne toute la saveur aussi, je pense. Vous avez dit aussi que ce qui met en commun ces femmes, c'est de connaître l'humiliation. C'est un peu ça aussi que vous avez voulu dénoncer, entre guillemets. C'est cette humiliation de la femme d'hier et de la femme d'aujourd'hui, quand on se mêle en tout cas d'héroïsme et de politique peut-être. Oui, alors moi je ne connaissais pas grand-chose en résistance et Chantal Questelot vous en parlera certainement bien mieux que moi, mais j'ignorais que les femmes dans la résistance étaient tout juste tolérées, mais vraiment si elles avaient vraiment envie de s'incruster. Moi je pensais que tous les bras, tous les cerveaux étaient les bienvenus, mais même là, alors que la guerre soit une affaire d'hommes, je peux comprendre la logique là derrière, mais que la résistance soit une chasse gardée, là ça échappe à ma logique en tout cas. Chantal Questelot, justement, comme dit Myriam, Marina est finalement une héroïne solitaire. Elle ne faisait pas partie d'un réseau, ou très peu, enfin vous n'avez pas découvert grand-chose. Apparemment pas. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est tombée dans l'oubli? Alors, première question, j'oublie de vous demander, est-ce que vous la connaissiez, Marina Shafrof? Je la connaissais, effectivement. J'en avais entendu parler, d'abord par
José Gotovitch qui en parlait dans sa thèse. Et ensuite, il y avait l'idée, on était à quelques semaines de la Journée internationale des femmes, et donc on a un site qui s'appelle Belgian World War II, et l'idée c'est de rendre hommage à des femmes. Et qui donc, est un super site d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que je l'ai beaucoup fréquenté. BelgiumWorldWar2.be. Et donc, l'année précédente, j'avais mis en exergue une série de femmes résistantes, et puis là, je cherchais une femme qui avait quelque chose de particulier. Et donc, la première femme décapitée venant de Belgique, ça me paraissait être, je dirais, pour parler un langage un peu formel, un pitch qui allait parler, effectivement. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué ces recherches sur Marina. Effectivement, je confirme qu'on ne sait pas grand-chose. Effectivement, il n'y a pas elle n'appartient pas à un mouvement. Et ça explique aussi une partie du silence, évidemment, parce qu'il n'y a pas de groupe qui, après la guerre, va porter sa mémoire. Hein. Donc, elle est rapatriée, son corps est rapatrié en 1947, donc c'est déjà tardif, effectivement. Elle est dans la pelouse d'honneur de ce cimetière d'Ixelles. C'est vrai que les femmes en résistance sont grosso modo des oubliées, même si elles ne sont pas complètement absentes. Hein, on estime environ à 20% le nombre de femmes en résistance. Mais il faut se rappeler aussi les mécanismes, les codes de l'époque. Et donc, quand on va mettre en place toute une série de statuts de reconnaissance, et on va au plus privilégier la résistance armée, qui est sans doute celle où les femmes se sont le moins distinguées, elles se sont plus distinguées dans la résistance civile ou presque clandestine. Et donc, quand on va reconnaître, eh bien souvent, les femmes vont rester à l'arrière-plan. Leur mari, leur frère, leur père va se faire reconnaître, et puis, oui, mais si moi je suis reconnue, ça suffit. Et donc c'est vraiment frappant. Il y a une photo qui me vient en mémoire, c'est une photo à la Grand Place où on voit des représentants d'organisations de résistance. Il y a Eisenhower qui est là et qui va leur rendre hommage. Et il y a une femme, et je me dis, ah waouh, il y a quand même une femme. Eh bien non, elle est juste là parce que son mari n'a pas pu venir, et donc elle le représente. Et donc, il y a vraiment une espèce d'invisibilité des femmes, alors que l'on sait aujourd'hui que leur engagement a été bel et bien réel. Mais il faut aller au-delà des évidences, au-delà des sources classiques auxquels on a eu accès. Et donc, effectivement, on se trouve devant l'idée, il faut travailler de manière alternative. Et ce qu'a fait Myriam nous montre qu'on peut à la fois travailler de manière alternative avec des sources, parce qu'elle a fait un véritable travail d'investigation, parce que je crois qu'elle est trop modeste en disant j'ai brodé parce qu'il y a trop de vide. Au contraire, elle a déjà rempli beaucoup de cases et tout. Il y a toute une série de documents qu'elle a exhumés, mais de manière, je dirais, non conventionnelle. Elle est allée voir le fils, effectivement, qui en plus est dans le déni. Hein, sa mère n'a pas pu faire ça. Et donc, effectivement, il faut travailler autrement. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de travailler autrement pour essayer de retrouver, de pister ces femmes qui sont tombées dans l'oubli. Et je dirais, c'est d'autant plus fou que finalement, si on se rapporte à une autre guerre qui est la Première Guerre mondiale, on a peut-être beaucoup héroïsé. Hein, on pense tous Gabrielle Petit, Edith Cavell. On a vraiment là des héroïnes qui ont certainement forgé les mentalités, alors que pour la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a pas véritablement, mais on n'a pas non plus de figure masculine. Hein, parce que je dirais que ce qu'on est en train de dire sur l'histoire de la résistance des femmes est d'autant plus vrai qu'on n'a pas non plus un Jean Moulin à la belge. Et donc, autant des figures issues de la collaboration sont connues. Hein, vous faites une enquête, tout le monde connaît Léon de Grelle. Qui connaît Walter Dewey, résistant des deux guerres. Et donc, cette invisibilité de l'histoire de la résistance, elle est encore d'autant plus forte quand on va s'intéresser à des catégories marginales, qu'il s'agisse de femmes, qu'il s'agisse d'étrangers dans la résistance. Et très récemment aussi est sorti un ouvrage qui met en exergue la participation de Congolais vivant à Bruxelles et qui ont eu des rôles dans la résistance. Ils sont extrêmement minoritaires. Et donc là aussi, les sources traditionnelles ne nous permettent pas d'avoir accès à cette histoire. Parce que l'histoire a été écrite par des hommes blancs, cisgenres ? Oui, l'histoire a été écrite par des hommes blancs, par des Belges. Et donc, pour toute une série de statuts, pour être reconnu, il fallait être belge. Donc là aussi, il y a des obstacles qui se sont mis en place. Et elle a aussi été écrite par les groupes qui ont été reconnus. Et donc, effectivement, si vous n'appartenez pas à ces groupes, si vous ne matchez pas dans toutes ces cases-là, ben, vous tombez dans une espèce d'oubli mémoriel qui ne va ressurgir qu'à partir du moment où des groupes vont essayer peut-être de rechercher cette histoire, de s'approprier cette histoire, et à ce moment-là, de se mettre à l'écrire. Et donc aujourd'hui, on est sans doute sorti de l'histoire institutionnelle de la résistance pour s'intéresser aux individus, aux motivations, et qu'est-ce qui les a effectivement amenés, et quel rôle les femmes ont-elles joué dans cette histoire. C'est ce que Myriam, vous cherchez tout le roman. Quelle est l'impulsion que Marina a eue pour faire cet acte
héroïque. Et vous lui prêtez des intentions d'ailleurs de révolte, où elle se dit, s'il y en a une révoltée, plus 2, plus 3, plus 4, ça va faire boule de neige, on va un petit peu faire peur aux Allemands et on va pouvoir les contrer. Or, vous insinuez aussi que justement ces actes isolés faisaient peur à pas mal de populations, justement. Et pourquoi est-ce que ces actes isolés n'ont pas eu la conséquence que Marina aurait aimé ? Mais alors, je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne Marina, le Parti communiste de l'époque, non seulement n'a pas voulu endosser la responsabilité et se réclamer, en tout cas, de ses actes, mais en plus, s'en est vraiment désolidarisé parce que ce qui commençait à grenouiller un petit peu, qui deviendra la résistance, qui n'était pas encore vraiment, qui n'était pas encore vraiment organisée, estimait que c'était trop tôt pour se lever de manière violente contre les Allemands, qu'il y avait une stratégie à mettre au point et qu'elle n'était pas encore là, cette stratégie. Et beaucoup de Belges aussi estimaient qu'il y avait peut-être moyen de s'entendre sans trop de heurts avec l'occupant et que c'était peut-être pas la bonne manière de procéder, la manière forte. Chantal Castelot. Oui, je crois aussi, ce qui est important de souligner, c'est que le prix à payer est extrêmement lourd. Et donc, effectivement, s'en prendre à des soldats allemands, ça signifie qu'on met en péril la vie de très nombreux otages. Quand on s'en prend, par exemple, à des collaborateurs, le nombre d'otages qui vont être arrêtés et éventuellement qui vont être victimes est beaucoup moins élevé. Et donc, même le Parti communiste, qui, à un moment donné, va encourager cette violence armée, va faire marche arrière parce qu'il se rend compte que c'est très difficile de se rendre populaire. Parce que la résistance, c'est aussi une interface avec la société, et donc on a besoin, si pas d'un engagement, mais au moins, je dirais qu'il y ait une espèce de complicité tacite de la société. Or, ces actes de violence, et effectivement, le geste de Marina, il vient fort tôt, on est en décembre 1941, et on voit bien à la réaction des autorités belges, et notamment de celui qui est le bourgmestre faisant fonction de Bruxelles, Jules Koolst, qu'il est extrêmement réticent, voire hostile. Bien évidemment, il n'a pas toute liberté, il fait placarder une affiche, il n'a pas toute liberté pour le contenu de cette affiche, mais on sent bien, et en connaissant par ailleurs... Oui, c'est un journal intime. Il condamne ce genre de geste. Et effectivement, 1940-1941, on est dans ce qu'on appelle une forme d'accommodation de moindre mal. Au fond, l'idée, c'est de faire en sorte... On se souvient de 14-18. Les rapports en 14-18 ont été extrêmement tendus entre les autorités et l'occupant allemand. Et donc, on se souvient de ce qui s'est passé en 14-18. Parfois, ce sont les mêmes hommes. Quelqu'un comme Koolst, il est vieux, il a plus de 65 ans. Il était déjà élu en 1914. Et donc, on n'a pas envie de revivre ça. Et donc, on temporise. Et donc, on va, je dirais, faire des entorses. De même qu'on voit par rapport aux Juifs, par exemple, on accepte le processus d'enregistrement des Juifs à l'automne 1940 parce qu'on est dans un processus d'accommodation. Et pourquoi est-ce qu'on irait protéger une population qui est à 90% étrangère, partant du fait qu'on a soi-même des réflexes xénophobes. Et donc, c'est là qu'on mesure aussi la jauge de la démocratie. Comment est-ce qu'une démocratie, même si on est dans un contexte d'occupation, comment est-ce qu'on va protéger les citoyens les plus faibles ? Et donc, ce qui n'est pas pensable sans prendre par la violence à un soldat allemand en décembre 1941, ça repose sur tout ce consensus social qui est encore on attend une issue qui est peut-être encore favorable. On espère que les Allemands vont dire un jour, on va s'en aller. C'était chouette, on rentre chez nous, on s'en va. Surtout, l'année de bascule, c'est 42. Donc, en 1941, au moment où elle commet son acte, c'est au moment où les États-Unis entrent en guerre. Donc, on est encore dans un contexte... l'Union soviétique... C'était une visionnaire, notre Marina, mais un peu trop tôt. Elle a été attaquée en juin. Les États-Unis entrent dans la guerre le 7 décembre 41. C'est le jour du premier attentat de Marina. Et donc, 1942 est vraiment considéré comme l'année de bascule. Les Allemands n'arriveront pas à Stalingrad. Les États-Unis sont dans la guerre. Et donc, petit à petit, je dirais, on est dans un basculement qui va faire qu'effectivement, ceux qui étaient peut-être encore des attentistes en 40-41, petit à petit vont s'engager en résistance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont s'engager dans une résistance armée. On est quand même dans une société, une société belge, et c'est pas évidemment surprenant que Marina, qui vient d'un tout autre contexte où le rapport à la violence est différent, on est dans une société belge où la pratique de la violence, c'est quelque chose qui ne fait plus partie du quotidien. Donc quand on veut s'en prendre par la violence, on doit vraiment chercher quels sont les résistants qui sont prêts à utiliser des armes. Et c'est pas une surprise qu'on va trouver dans cette résistance quantité de jeunes juifs étrangers qui viennent de sociétés où le rapport à la violence est complètement différent de ce qu'il est dans la société belge. Marina, c'est aussi une femme qui est révoltée de l'intérieur, qui en a marre de ce qu'elle vit, en tout cas dans votre portrait, qui est enfermée chez elle avec un mari dont elle a été folle amoureuse et puis qui l'oublie un peu.
elle veut un acte libérateur pour elle-même. C'est cette petite femme en nous qui nous donne envie d'exploser, en fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu envie de l'écrire. Non, c'est trop rien. De ce que je vois d'elle, c'est surtout les lettres qu'elle a écrites, ça avait l'air d'être quelqu'un de simplement passionné. Mais à partir de cet indice, une femme passionnée, je me dis une femme passionnée dans un contexte de guerre, une femme passionnée qui n'est pas dans son pays, qui vient d'une culture avec, en effet, comme le disait Chantal, qui n'avait pas le même rapport à la violence que la nôtre, d'une culture aussi où les femmes avaient le droit de vote, alors que chez nous, elles attendront 1948 pour l'avoir. Qu'est-ce que ça donne ? Et pour moi, j'ai l'impression que ça pouvait donner quelque chose d'explosif, et c'est ça que j'ai décidé de décrire. C'est une femme pieuse aussi, et quand vous allez trouver son fils Vadim, voilà, pour qu'il explique un petit peu sa mère qui n'a pas tellement connue en fait, c'est la première chose qu'il vous dit, c'était une femme avant tout pieuse, qui voulait protéger les autres et le bien des autres. Est-ce que ça a joué, vous pensez ? Oui, je pense qu'elle avait un sens aigu de la justice et que... Et le côté pieux, c'est l'époque aussi, évidemment. Oui, c'est l'époque, et puis c'est la Russie. Puis oui, c'est ça. Elle baignait dans un mysticisme qui nous avait déjà peut-être un peu quittés en Belgique, mais peut-être que quand on est pieux, comme l'était Marina, on pouvait croire que la vie allait continuer. En tout cas, c'est ce qu'elle avait l'air de dire dans les lettres qu'elle avait laissées à ses enfants, qu'elle serait, après la mort, en train de danser et de chanter avec des beaux anges, avec des ailes blanches dans le ciel. Donc il y avait un accès très littéral, lui semblait-il, à un autre monde qui était plus heureux qu'ici. Et d'ailleurs, ses réactions lors de son procès l'ont bien montré, qu'elle était prête pour la vie d'après et qu'elle fermait la page de la vie ici. C'est un peu en résonance avec ce qu'on voit aussi des jeunes qui s'engagent à faire le djihad là-bas et qui cherchent une quête d'absolu et de paix intérieure. C'est évidemment un parallèle très délicat à faire, donc c'est pour ça que moi je ne l'ai pas mis dans le livre, parce que c'est difficile à justifier, c'est difficile d'en discuter, mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas y penser. On pense à ça. On pense à ça, à une... Des pertes de repères ici. En tout cas, un élan qui est dicté par quelque chose de plus grand que la vie sur Terre. Comme quoi, nous avons tous besoin effectivement de cet élan. Et alors, vous tombez également sur, c'est formidable, un film russe retraçant la vie de Marina. Mais là aussi, toute la partie politique est complètement balayée pour en laisser une femme veuve, puisqu'elle, là, dans le film, elle vient de perdre son mari, et donc veuve éplorée, et qui commet l'acte irréparable de tuer un Allemand par douleur. Oui, c'est un film de 1982 qui s'appelle Quelque part un Loriot pleure. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver si vous googlez Quelque part un Loriot pleure, mais en cyrillique. Enfin, c'est facile avec un logiciel de traduction. Vous allez sur l'onglet vidéo et vous pouvez trouver le film en entier qui a une esthétique de porno soft du samedi soir de M6 ou AB3, quoi, avec des halos irisés. Il y a beaucoup de musique, des orgues électroniques, et puis on la voit souvent à moitié nue prendre sa douche avec son amant. Et puis son amant est tuée, et puis à la fin du film, elle prend un revolver et elle abat une grosse légume nazie, donc un dignitaire très très important. Donc ils ont pris vraiment énormément de liberté avec le réel, mais apparemment c'était une grande star de l'époque russe qui a endossé le rôle de Marina et qui a dit tout au long de sa carrière que c'était le rôle le plus marquant de sa vie. Donc la Marina n'avait pas été oubliée, mais enfin on se rappelle quand même de... C'est pas vraiment la vraie Marina, on lui a plaqué d'autres têtes sur le cou. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces mentalités-là peuvent être déconstruites, ce patriarcat? Vous y travaillez en tant qu'historienne, en tant qu'écrivaine, dramaturge aussi, Myriam, pour déconstruire justement, empêcher que toutes ces femmes tombent dans l'oubli, parce qu'il y a les femmes... combatives, les révoltées, mais il y a aussi les femmes artistes, les femmes peintres, les femmes scientifiques. C'est dur quand même, regardez, alors je parle de toute autre chose, mais le dernier prix Goncourt de Brigitte Giraud, c'est celui qui vend le moins, et même des gens du jury Goncourt ont dit que c'était un prix mineur et qu'il devait être logiquement très vite oublié. Regardez le prix Nobel qui a été attribué à Annie Ernaux, le nombre de voix masculines qui se sont élevées pour vraiment quelque part annuler ce prix, en tout cas annuler le côté honorifique et la distinction que ça pouvait lui conférer,
en disant qu'elle ne méritait pas le prix Nobel. Enfin, bref, quand on obtient quelque chose, quand on est une femme, apparemment, nous ne le méritons jamais. Donc ça va être difficile, même aujourd'hui, les femmes qui s'illustrent aujourd'hui, de perdurer dans l'histoire, je crois. Donc il faut former la jeunesse. C'est ce que la laïcité est en train de faire aussi. Là, on fait un petit peu publicité pour la maison. C'est dans l'éducation, dans l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des jeunes, dans les écoles, qu'on doit éduquer nos filles et nos garçons. Mais nos filles aussi. Oui, absolument. Je crois que ça passe par un changement global, pas seulement par les filles, bien sûr par les filles, parce que je crois qu'elles ne se sortiront jamais de l'oubli aussi bien que par elles-mêmes, mais aussi changer le regard des hommes sur la société et donc reconstruire, réinterroger des évidences historiques, se reposer à l'aune d'autres questions. Je crois qu'effectivement, ça va permettre d'avoir, on peut espérer en tous les cas un regard, mais c'est sûr, ce ne sera jamais donné, ce ne sera jamais cadeau et c'est un combat qui va encore perdurer. Et donc, effectivement, interroger la place des femmes en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à la fois s'intéresser au quotidien, c'est s'intéresser aux mécanismes de survie, c'est s'intéresser aux phénomènes d'engagement et c'est s'intéresser aux phénomènes d'oubli. Et se poser la question, pourquoi cet oubli ? Un oubli qui a à la fois été le fait des femmes elles-mêmes, parce qu'elles étaient tellement imbriquées dans ces canons où c'était les hommes qui étaient les acteurs, mais aussi pourquoi les hommes ont contribué à cet oubli. Et donc je crois qu'il y avait vraiment une espèce de dialogue, une revisitation de cette histoire, des contextes, des cadres de reconnaissance, et voir au fond quelle est cette place. Et effectivement, moi aussi, j'étais allée au cimetière, et c'est vraiment frappant de voir cette femme-là, elle est presque au milieu, et puis on voit décapitée, et on ne peut pas s'empêcher de se dire, c'est quoi derrière cette histoire ? Et je reviens à vos livres. Le premier titre que j'avais reçu, c'était La décapitée. Et j'avoue que j'avais un faible, moi, pour ce titre. J'aimais bien aussi. J'aurais préféré qu'elle s'arrête, La décapitée, parce que je trouvais que c'était tellement d'une telle violence, qui était vraiment une violence pas seulement symbolique sans tête, c'était plus symbolique, tandis que La décapitée, on voyait le bourreau derrière le titre, et je trouvais que ça, c'était vraiment quelque chose qui me parlait et qui m'obligeait à me poser la question du pourquoi de cet engagement. Et d'ailleurs, ça aurait pu être ma première question, mais pourquoi a-t-elle été décapitée et pas fusillée au fond ? Alors apparemment, la décapitation était une forme de galanterie de l'époque, puisque c'était une mise à mort que l'on réservait aux femmes. En tout cas, bon, les dernières explications que j'ai, vous en avez peut-être d'autres, Chantal, mais comme c'était la mise à mort promise aux nobles jadis, eh bien les femmes avaient droit à cette espèce de petit présent qui leur était réservé. La cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, mais peut-être que vous avez entendu Chantal. autre chose. Alors là, j'avoue mon ignorance, et donc j'apprends effectivement... Mais j'ai beaucoup essayé de savoir, et c'est très difficile, parce qu'en plus la décapitation était interdite, mais les Allemands la pratiquaient quand même. Parce qu'ils l'ont aussi pratiquée sur des hommes. Donc, parce que Marina a été décapitée à Cologne, en Allemagne. Elle a été... Ce qu'il y a, c'est que c'est très très tôt, parce qu'effectivement, je dirais des attentats qui ont donné lieu... Bon, le soldat n'est pas mort, mais à l'époque, on a quasiment cru qu'il était mort. Je veux dire, c'est vraiment un mois ou deux avant, et effectivement, leurs auteurs vont aussi être décapités. Donc, je veux dire, il y a une espèce de punition dans la mort. C'était peut-être la mode, ces mois-là, de décapiter. En tous les cas, je ne sais pas pourquoi, mais une série de résistants jugés à Cologne, alors est-ce que, bon, là, il faudrait aller voir, sont décapités. Oui. Donc. Oui, et d'ailleurs, il y a des descriptions de ces décapitations d'un prisonnier qui regardait par un trou dans la palissade ce qui se passait. Et la décapitation telle que je la décris dans le livre, c'est une décapitation que lui décrit de camarades qu'il a vu passer sous la lame des Allemands, quoi. Myriam, Chantal, pour les jeunes générations, à retenir, c'est qu'une femme révoltée, une femme d'action... est capable de tout. Est capable de tout et n'est pas hystérique. Absolument. Ah bah non. De toute façon, ça n'existe pas, l'hystérie. Voilà, nous sommes bien d'accord. C'est un fantasme. Est-ce qu'il y a d'autres femmes dont la mémoire doit être déterrée et réhabilitée au cimetière d'Ixelles ou ailleurs en Belgique ? Est-ce que les recherches de Chantal et de Myriam vont se poursuivre ? Alors moi, il y en a une, enfin il y en a même deux, mais Emma Claire Backhouse, dont je parle un peu dans le livre, qui est l'identificatrice, la dame qui descendait pour le compte de la Croix-Rouge dans les caveaux, les fosses, pour compter les dents, regarder s'il y avait des dents en or. Je trouve qu'il y aurait un film à faire sur elle, sur son job incroyablement dévoué, terriblement ingrat, surtout à son âge, parce qu'elle était plus toute jeune à l'époque pour faire ça. Et j'aimerais bien en savoir plus sur Emma Claire Backhouse. Et puis Hélène Moskiewicz, qui était une espionne pour le compte des Alliés, une jeune juive qui s'est fait embaucher au siège de la Gestapo, avenue Louise à Bruxelles. Et du siège de la Gestapo, on ne connaît que Jean de Célis-Longchamp, qui a canardé la façade et qui a son buste
buste en bronze doré sur un rond-point à l'avenue Louise. Et on ne se souvient pas assez d'Hélène Moskiewicz, qui pendant des années a lu des registres pour repérer quels étaient les juifs qui allaient avoir la visite de la Gestapo et qui les prévenait à l'avance de décamper. Formidable. Chantal, encore de belles recherches. Oui, effectivement, je crois qu'il y a table. quantité de femmes. Je dirais, il y a le focus biographique et c'est ça qui va attirer, je dirais, le lecteur et qui va permettre de le faire rentrer dans cette histoire. Mais je dirais, il y a aussi un portrait collectif à faire, ces engagements de femmes dans la résistance. On a beaucoup travaillé sur les femmes dans la collaboration. Encore une fois, malheureusement, la collaboration a été, je dirais, une porte d'entrée. Demain, il est temps de s'intéresser beaucoup plus à ces femmes en résistance et à essayer de comprendre comment elles ont été oubliées, mais aussi comment elles se sont engagées et quels ont été les acquis qu'elles ont permis d'avoir. Et ce rôle peut-être discret, parce que les codes de l'époque faisaient qu'on se méfiait moins d'elles. Donc parfois, elles ont pu faire des choses incroyables que les hommes n'auraient pas pu faire. Mais il faut vraiment, je dirais, aller au-delà des évidences. Merci Chantal Questelone, merci Myriam Leroy. On rappelle peut-être donc votre livre Le mystère de la femme sans tête au Seuil et vos podcasts aussi, Poupée russe, où l'on découvre aussi d'autres femmes comme une poupée russe dans le ventre de l'une de l'autre. Exactement, tous les personnages que j'ai découverts grâce à Myriam Schaffer. Poupée russe, Ovio, à écouter évidemment. Merci à toutes les deux d'avoir été là, merci à ceux qui étaient avec nous, d'avoir choisi de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.